Le bar des supporters sur Maritima. Bon mercredi à toutes et à tous avec l'OM en quête de rachat ce week-end avec la réception de Montpellier. À mes côtés, les David et Jonathan de l'Orange Vélodrome, les Simon et Garfunkel du boulevard Rabato. Bonsoir Jacques Baye. Bonsoir les amis. Bonsoir Steph Parkins. Salut l'équipe. Du coup, est-ce que vous êtes déjà en mode focus sur la réception de Montpellier ou est-ce que vous êtes encore un peu en digestion de la défaite à Monaco? Moi, personnellement, je suis encore en digestion. Je pense que c'est indispensable de digérer et d'apprendre de nos erreurs pour pouvoir bien préparer le match de samedi. Après, le match de samedi, tu commences vraiment à le préparer à partir de demain. Mais là, il faut aussi analyser ce qui s'est passé de bien et surtout de moins bien à Monaco pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Alors on s'agace, on rouspète, on essaye de suggérer des trucs. Est-ce que par contre, vous considérez que Roberto De Zerbi, il incarne quand même toujours la stabilité et l'ambition que l'OM doit avoir, non seulement pour cette saison, mais pour les saisons prochaines? Oui, il ne faut pas commencer à tout vouloir changer. Pour l'instant, même si on est très énervé, très insatisfait du mois qu'on vient de passer, on est toujours dans les objectifs. Donc voilà, c'est la mire à avoir, la cible à atteindre. Donc pour l'instant, oui. Après, même s'il vient, je le souhaite pas et je l'espère pas du plus profond de mon cœur, hein. Même si on vient à être hors objectif d'avant-saison, tu peux pas te permettre tous les ans de tout changer. Au bout d'un moment, il te faudra de la stabilité. Il y a des entraîneurs en Europe qui ont performé au bout de 3, 4, 5 ans et nous, on peut pas tout avoir au bout de 6 mois. Au bout d'un moment, faut arrêter d'aimanter. On est 3e, c'est déjà très très bien. Qui l'aurait cru en début de saison? Je pense pas beaucoup de personnes. Maintenant, c'est la dynamique actuelle qui nous fait vraiment grincer des dents. Ouais, mais il faut qu'il se serve aussi, le coach, même lui, il peut progresser, il doit progresser. Dans n'importe quel club où tu vas, c'est toujours différent. Ce que tu as fait auparavant, c'était dans d'autres pays. Le championnat n'est pas le même, l'équipe n'est pas la même, et Marseille, c'est Marseille. Voilà. Donc, il doit quand même se servir de ce qui n'a pas été bien. C'est indispensable pour le bien-être, même pour lui. Parce qu'après, tu es fatigué. L'OM t'épuise. L'OM n'est pas un club comme un autre. Quand tu sors d'une année à l'OM, tu es lessivé, les gars. Donc, il faut aussi qu'il se remette un petit peu les idées claires. Après, à l'intersaison, se reposer et lui aussi faire un peu son bilan, parce qu'il y a des choses où il a été un petit peu testard, on va dire. Alors Roberto De Zerbi doit absolument, c'est bien de le dire et de le rappeler, doit incarner effectivement l'ambition de l'OM pour les prochaines années. Par contre, cette ambition, ça passe inévitablement pour le respect des objectifs de début de saison par une victoire ce week-end. Et pas que ce week-end. Il te reste 5 matchs, il va falloir en faire le plus possible. Moi, sincèrement, je te dis, à minima, c'est 10 points. À minima. Voilà, si tu veux rester dans tes objectifs et les atteindre, je pense qu'il te faudra un minimum 10 points. 10 points, voire, je te dis, moi, je vois, sincèrement, ça fait 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Voilà, après, tu dois faire les 2 matchs qui arrivent au Vélodrome. Déjà, tu dois faire 6 points sur 6. Et après, voir, parce qu'il va y avoir pas mal de confrontations directes. Donc, voir où on en est et continuer sur la dynamique. Mais oui, ça commence par dès samedi et par une victoire et avec de la manière. Mais tu sais, Marco, quand j'étais en club, finalement, maintenant, avec le recul, je me rends compte que finalement, les victoires, ça se prépare. Ça se prépare tout au long de la semaine. Il y a une atmosphère. Il y a des joueurs qui sont bien, il y a des joueurs qui sont impliqués, il y a des entraînements où tu vois de très très belles choses, il y a un état d'esprit. Et ça, il faut vraiment le préparer parce que celui-là de match, on a l'impression qu'il va être facile parce que Montpellier aucun match de facile depuis quelques semaines. C'est fini. Celui-là, si tu veux, c'est un des moins difficiles parce que Montpellier, quand je les ai vus le dernier match contre Angers, c'est catastrophique dans tous les secteurs de jeu. Il y a non mais Marco, tu peux pas te faire comme ça. Et je fais ça parce qu'on a perdu des points contre des équipes mais les gars, qui mettaient pas le pied dans le ventre depuis. Tu les bas, ils descendent au final. Parce que vous regardez pas les matchs. Aujourd'hui, Montpellier, c'est catastrophique ce qui se passe. Complet. Andy Delors, qui est le numéro 9, qui était en train de faire un tournoi de paddle. TJ Savanier, le meilleur joueur qui ne joue plus parce qu'il a 8 kilos en trop. Kazri, un des meilleurs joueurs qui a 8 kilos en trop. L'autre, le défenseur central qui est rentré, qui s'est déchiré. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs, il y a 12 blessés. Oui, c'est n'importe quoi. Donc cette équipe-là, elle est désastreuse. Donc à nous de faire quand même un match intéressant, important. Là, aujourd'hui, maintenant, les gars, si on commence à me dire, ouais, il faut avoir peur de Montpellier, non, jamais.
Jamais de la Je vie. rends les armes, je me dis arrêtez les gars. Jamais de la vie. C'est une équipe, c'est Lens, c'est pas bon. Mais eux, c'est vraiment mauvais. C'est très, très, très mauvais. Il n'y a absolument rien à Montpellier. Il faut que l'Olympique de Marseille puisse quand même, c'est l'occasion rêvée pour. Tu peux pas avoir une meilleure équipe pour relever la tête. Ah ben oui. Mais encore faut-il que tout le monde prenne conscience. Voilà. C'est Et ça, que tu je joues pense qu'il veut- avec qu'il veut des dire. qualités. Oui. Moi, c'est surtout l'arrogance qui doit pas nous gagner. Mais personne n'est Ou, arrogant. ou Par le contre, ton, ou le ton méprisant, parce qu'effectivement, Marco, au vu du- Montpellier est encore Au vu du plus mois que nous qu'on a dans le passé, s'il y a dur. des joueurs qui veulent Exactement. aller sur de l'arrogance, Mais exactement. j'espère que le coach il va les prendre, il va les monter en l'air. je te Mais le ça dis. ça vient de nous aussi. Hein. Il faut qu'il soit professionnel. Moi, je pense qu'effectivement, ce genre de déclaration, non, on va pas commencer à avoir peur de Montpellier, tout ça. Il a entièrement raison. Même si on le pense. Non, mais il a entièrement raison. En Maintenant, ce moment, il faudrait comme on le éviter dit de souvent trop le ici, dire, quoi. tu dois respecter ton adversaire. Exactement. Avec tout ce que ça veut dire derrière. C'est-à-dire être très très bon dans l'agressivité, leur faire mal quand tu peux leur faire mal, et si tu peux en mettre 2, tu en mets 2, si tu peux en mettre 6, tu en mets 6. C'est ça, respecter l'adversaire. Maintenant, s'il y a de la suffisance, ou de l'arrogance, ou des mecs qui veulent commencer à se montrer, je te garantis qu'au vu du mois qui vient de se passer, j'espère que le coach, au premier joueur qui commence à faire du zèle sur la pelouse, qu'il le fasse sortir de suite. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Et ça passe par là aussi. Ça passe par de l'intransigeance au niveau du respect. Voilà, tu dois respecter l'institution et tu dois respecter ton adversaire. Certes, le match n'est pas joué à l'avance. Il n'y a aucun souci. Mais c'est comme il dit Jacques, si tu dois avoir peur de Montpellier, c'est pareil. Non, arrête tout. Hein. Après, à un moment donné, quand tu as une équipe comme l'Olympique de Marseille qui est en plein doute, en ce moment, il y a des joueurs, il y a des petites tensions, lui, l'autre. Si tu prépares ton match, toi que tu es coach, et que tu dis attention, hein, les gars, attention, hein, il faudra faire attention. D'abord, la peur n'empêche pas le danger. Ça, c'est. Donc, il faut aussi avoir un discours fédérateur. Un discours Conquérant. où tu es conquérant, fier de tes joueurs, Oui. que tu as pris confiance en Mais eux. celui-là, je l'entends d'argument. Voilà, et que tu puisses les motiver. Voilà. Si toi tu as peur, tu dis les gars, attention à Montpellier, Non. faites attention. Ouais, hein. ils sont Déjà, sur- Pas peur, mais si tu dis ils sont à la cave encore plus Ça que fait- nous, normalement ça devrait Non, le mais faire. Ils sont sur 10 Ouais, mais 10 ça- défaites ça- consécutives, non, mais les gars. si- À bout d'un justement, moment. si tu dis, Ah ouais. normalement, si Ah pas non. persuasif, il faut être persuasif. Eh oui. C'est ton discours. Ta causerie d'avant-match, Marc, il faut qu'elle soit persuasive. Mais bien Il faut sûr. que toi, tu croies. Si toi, en tant que coach, tu ne crois pas à ton discours, c'est pas la peine de faire le coach. Hein. La causerie d'avant-match, elle est là pour performer les joueurs, pour leur donner envie, pour les motiver. Moi, je pense que aussi, dans sa préparation d'avant-match, lui aussi, il doit dire, les gars, on va jouer un peu plus vite. Hein, parce qu'on a besoin, quand on fait ces relances, où on met 2 heures pour faire des relances, on n'a pas l'état d'esprit nécessaire pour être conquérant. Parce que l'effectif de l'Olympique de Marseille, tu les mets les uns après les autres, les joueurs. Si cette équipe-là ne va pas Montpellier, il faut arrêter. Voilà, stop. Là, il y a un véritable problème. Sincèrement. Hein. Alors on a fait un constat accablant après la défaite à Monaco en disant la défense Oui. ça va pas, mais je vous ai entendu aussi dans le débrief nous dire que le milieu et même l'attaque c'était pas rock'n'roll non plus quoi. Quand tu vois les occasions que tu manques, souvent je me répète, et c'est un fait, il faut que tu sois irréprochable dans les deux surfaces, c'est-à-dire et notamment en phase défensive, et surtout en phase offensive, quand tu peux faire mal à l'adversaire, lui faire mal. Quand on voit ce qu'on a manqué, tu aurais pu revenir à 1-1, ça finit que tu reprends le deuxième mi-temps, tu prends le deuxième but, ça y est, sa tête sous l'eau, c'est fini, match perdu. Voilà, ce genre de match-là, face à des concurrents directs, ça se joue souvent sur des détails. Est-ce qu'il y a de belles équipes? Oui. Est-ce que la bataille du milieu a eu lieu? Je pense que oui, en première mi-temps, on n'est pas dégueulasse. Voilà, on est à peu près du même niveau que Monaco. Chose que tu leur donnes pratiquement 2 buts sur 3, et que toi, quand il y en a qui sont tout faits, tu les rates. Voilà où elle se fait la différence. Et je voulais revenir aussi sur des événements qui se sont passés avant le match, par rapport aux supporters olympiens. Ah oui, on en parlait Voilà. avant de démarrer Il l'émission. y a eu certes ceux qui étaient en parkage, aucun problème. Par contre, tous les supporters et les amoureux de l'OM qui étaient hors parkage, ils ont eu obligation de lever tout ce qui était t-shirt, écharpe ou veste de survêt à l'effigie de l'Olympique de Marseille. Donc certains ont passé le match sous la pluie. Bon, torse nu, ça, tu vas me dire, je les virage, c'est pas un problème. Mais il y avait des enfants, il y avait des personnes quand même âgées, et ça, c'est inadmissible. Donc j'espère que le club va monter au créneau. Et ce que je sache, j'avais pas d'arrêté préfectoral, donc au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Parce que si c'est juste pour dire, ouais, mais on voulait pas qu'il y ait Non, mais il y en a qui vont dire c'est le principe de précaution. Non, principe de précaution. Ah ouais, parce que le mec qui est torse nu, ça veut dire qu'il avait pas mal de l'OM. Tu vas le voir de suite, hein, s'il n'est pas dans le parcage. Donc il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Voilà. Et il y a des gens qui habitent pas loin, qui sont supporters de l'OM, qui sont allés avec leurs enfants ou leurs petits-enfants. Tu arrives devant le stade et on te fait
fait lever tout ce qui est à l'effigie de l'OM et tu rentres torse nu. C'est n'importe quoi. Ouais. Donc au bout d'un moment, il faut que tout le monde redescende de 2 étages. Mais j'espère que le club va quand même monter au créneau là-dessus. Non, mais il fallait qu'ils arrivent avec un tricot Chanel. Ah, mais il faut arrêter les conneries. Là, il fallait Christian Lacroix. Jaco, tu as bien raison. Non, mais c'est vrai, il fallait un Christian Lacroix. Il n'y a pas un week-end. Il n'y a pas un week-end où il n'y a pas une dinguerie. C'est bon, au bout d'un moment. Mais le mec, il s'en va au stade, à Louis II, il va voir un match de football et il ne peut pas mettre le maillot de l'OM. Ils sont 8000 en plus. Mais c'est pour ça. Mais c'est du grand n'importe quoi. Les chaussettes aussi, on peut les garder ou pas? Comment ça se passe? Collègue, il m'a dit obligé le petit partir en courant vite fait à Decathlon, se prendre un t-shirt. On est chez les fous. Sinon, il rentrait à Wall pour le minot. On est chez les fous. Il faut arrêter. Jaco, pour rester sur cette question de l'attaque, qu'est-ce qu'il faut faire pour que des garçons comme Luis Enrique et Mason Greenwood redeviennent les facteurs plus qu'ils étaient dans la première partie de saison? Il faut plus qu'ils défendent. Il faut arrêter de les faire défendre. Hier soir, il y a un joueur qui s'appelle Ousmane Dembélé, il parlait de ça. Il disait, s'il faut que je défende, je n'ai plus la lucidité nécessaire devant les cages. Arrêtez d'inventer. C'est en 2025 maintenant. C'est nouveau. Ouais, mais lui, c'est un attaquant, mais il défend pas. Mais un gardien de but, il arrête le but, et l'attaquant, il marque les buts. C'est comme ça depuis la nuit des temps. S'il faut qu'ils défendent, si tu veux les retrouver performants, laisse-les attaquants, laisse-les jouer en haut, alors qu'ils puissent être un petit peu faire écran, bien sûr. Voilà, ça c'est aussi un rôle, bien sûr. 5-10 mètres, la course 5-10 mètres, voilà. Les mains derrière le dos et regarder les joueurs. Non. Mais s'il faut qu'ils fassent le pressing, il faut qu'il soit organisé. Un pressing tout seul, ça sert à rien. Voilà. Et un pressing, ça se déclenche à un certain moment du match, tous ensemble à un certain moment. Il y a des signes, il y a des gestes, l'entraîneur ou les joueurs ont décidé de le faire et tout le monde déclenche le pressing. Mais un joueur tout seul, il ne peut pas faire le pressing. Et donc, on voit que les attaquants olympiens, ils sont souvent tout seuls à déclencher le pressing et ils s'épuisent. Donc, d'où je pense que j'espère que le coach prend conscience de ça et surtout, Marc, les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés, les corners, arrêtons de les jouer à 2 parce que ça n'apporte absolument rien. Les relances basses, je te donne un exemple. On a un défenseur central à droite et un défenseur central à gauche. Rouli le donne à droite. L'autre, il le redonne à Rouli. Rouli le donne à gauche et après, il y a le pressing. Donc, après, tu es en danger. Donc, Rouli, il dégage. Mais comme il a eu un pressing d'un adversaire, il dégage n'importe où, en touche. Alors que si tu poses ton 6 mètres tranquillement, ton petit ballon, tu regardes bien, il n'y a personne et tu fais un beau dégagement, je pense que ça peut aider. Tu me lèveras pas de la tête que ce dispositif, oui, c'est un dispositif attrayant, il n'y a aucun problème. Tu n'as pas les joueurs pour jouer comme ça. Mais non. Ça date pas d'aujourd'hui qu'on le dit. Quand tu vois encore Murillo, la passe qu'il fait décisive, parce qu'il est pressé et qu'ils savent pas quoi faire, parce que malheureusement, ils ont pas tous une technique derrière qui est au-dessus de la moyenne, eh ben voilà, tu stresses et ça fait des purges. Et derrière, ça c'est souvent nous, tu le payes cash. Mais oui. Tu le payes cash. Et c'était, je crois, le but du 2-0, et c'est fini. C'est terminé. Il faut arrêter de repartir de derrière avec des joueurs qui ont des pieds malheureusement carrés chez nous. Hormis Balerdi qui est au-dessus de la moyenne, voilà pourquoi il fait descendre Kondogbia, parce qu'il est quand même assez technique. Oui. Mais après, c'est pas un défenseur central, Kondogbia. Il faut arrêter d'inventer. Il est assez technique, mais il est trop lent. Mais bien sûr. Quand tu lui donnes le ballon à Murillo derrière et tu lui demandes d'éliminer, mais il sait pas le faire. Il sait pas dribbler. Et après, tout le monde il se met la main sur la tête. Mais les gars, encore une fois, il faut que tu utilises le joueur à bon escient, au bon moment, au bon endroit. Donc c'est pas les idées du coach qui sont mauvaises, c'est le fait qu'il n'ait pas l'effectif des joueurs pour moi, tu ne lèveras pas la tête. Donc il doit changer son dispositif. Mais moi, je trouve que c'est le coach, il doit s'adapter aux joueurs qu'il a. C'est-à-dire que lui, s'il pense que ses idées, elles sont bonnes, mais qu'il n'a pas les joueurs il doit changer pour pouvoir le dispositif. le faire, eh bien, il doit changer le dispositif. Il se dit, mon dispositif, avec ces joueurs-là, je n'y arriverai pas. Tu ne peux pas repartir de derrière avec Murillo, c'est pas possible. Ou Cornelius. Cornelius, il a de bonnes qualités physiques, mentales, athlétiques. Voilà. C'est un bon défenseur rugueux, mais tu ne peux pas lui demander de dribbler à Cornelius, il sait pas le faire, les gars. Et après, tu vas repartir et tu dis Cornelius, il a perdu le ballon, et tu vas t'en prendre à lui. C'est pas sa faute. Steph, quand tu entends Jaco suggérer fortement, insister pour qu'il y ait un 4-3-3 qui se mette en place, pourquoi ce schéma de jeu pourrait être la solution miracle à cette fin de saison? Parce qu'il te sécurise ta défense, tout simplement. Et il te permet d'avoir 2 latéraux, de vrais latéraux.
Voilà, tu peux mettre Murillo, tu peux mettre Merlin ou Garcia, et tu peux avoir des dédoublements, et voilà. Et quand le latéral monte, soit le milieu compense, soit l'offensive gauche compense, et vice-versa de l'autre côté. Là, on le voit très bien, le fait de partir de derrière. Combien de fois on s'est mis la main sur la tête en se disant aïe, aïe, aïe. À chaque fois, on joue avec le feu. Eh ben, ce week-end, voilà, on se les prend pleine face. Et moi, je trouve que c'est donner le bâton pour te faire battre. Et face à ce genre d'équipe, tu le sais très bien, comme quand tu vas affronter Lille, comme quand tu vas affronter Rennes, parce que Rennes, ça a des bons joueurs devant et ça va très très vite. Attention, si tu gardes ce dispositif-là, on va encore trembler. Maintenant, après, toute raison gardée, moi, je suis dégueu dans le football. Mais je connais un peu, j'ai joué pas mal d'années, je suis ce club-là depuis... tu te blesses régulièrement en faisant j'ai 44 balais. Du futsal, donc arrête-toi. Mais j'ai 44 balais surtout. Mais non, mais pour te dire, c'est que voilà, on est un public de connaisseurs, on sait ce qui va pas, et après tu le vois. Il n'y a pas besoin d'être entraîneur pour voir ce qui va pas dans cette équipe. On le voit que tu n'as pas un dispositif pour pouvoir repartir bloc bas. Jaco, mieux un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 ? Oh, je pense qu'un 4-3-3, ça correspond à nos joueurs actuellement. Ça me paraît indispensable. Et pourquoi pas, en cours de match, changer, mettre un deuxième attaquant dans l'axe. Parce que cette équipe, elle a pas beaucoup de valeur défensive aussi. Tu peux aussi jouer avec deux attaquants contre Montpellier, les gars. On va se faire encore un 3-5-2 contre Montpellier. Mais je me demande, évidemment, combien de fois on est en difficulté parce que nos joueurs sont... on a trop de défenseurs. On a trop de joueurs en vocation défensive. Et après, encore une fois, on va le répéter, Steph vient de le dire, si tu joues comme ça, sans rapidité, évidemment que ça sera la même chose. Avec le recul, à un mois de la fin de la saison, est-ce qu'on peut se dire quand même que même si on était satisfait sur le mercato d'hiver de voir arriver des joueurs comme Amine Gouiri, Benasser, etc., on peut peut-être reconnaître qu'il y a eu... un petit déséquilibre quand même dans l'effectif et que, bizarrement, alors qu'on a été convaincu de se renforcer, finalement, les stats sont moins bonnes en 2025. Convaincu de te renforcer, pour moi on s'est renforcé. Quand tu fais venir un Benasser, quand tu fais venir un Gouiri, après Benasser, voilà, lui-même en a parlé la semaine dernière, il va lui falloir encore un peu de temps avant de revenir réellement à 100%, mais oui, c'est un joueur au-dessus de la moyenne, ça personne ne peut dire le contraire. Après oui, il est un peu dans le dur, il va falloir qu'il rebondisse, qu'il mette le bleu de chauffe, qu'il repart de l'avant. Gouiri, ses stats, elles sont tout simplement exceptionnelles depuis qu'il est arrivé chez nous. On le voit, le seul danger encore face à Monaco, c'est quand il rentre, donc très très bonne pioche. Après Ramos, catastrophe, et Dedic, va falloir laisser du temps. Mais la priorité des priorités, on le répète, c'était de prendre un ou deux défenseurs dignes de ce nom. Après, je sais qu'au mercato d'hiver, c'est compliqué, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais vous êtes les premiers à nous rappeler que c'est un mercato d'appoint, qui fait rarement de belles affaires. C'est ce qu'ils ont fait là. Tu fais deux belles affaires pour moi au mercato d'hiver. C'est Gouiri et Benasser. Et après, c'est clair que Dedic et Ramos, c'est pour compléter ton système défensif. Mais est-ce que tu amènes une valeur ajoutée ? Non. Je suis désolé. Tu pensais pas, on en a parlé hier, tu pensais pas un instant que Ramos ait une blessure aussi longue, tu pensais pas que Balerdi puisse se blesser aussi. Il y a aussi dans une saison des faits qui te mettent en difficulté. On m'a aussi rappelé qu'à Monaco, les 4 recrues, ils ont pas commencé. Et tu as perdu quand même. Donc c'est pas aussi la faute des recrues. Est-ce que vous considérez que l'OM est moins fort aujourd'hui qu'il y a 6 mois ? Ah oui, tu regardes les 6-7 derniers matchs et tu verras. Et sur la phase aller, tu es la meilleure équipe à l'extérieur en Europe. Mais c'est ça qui est chaud. On dit tout et son contraire quand même. Hein. Vous respectez quand j'utilise cette phrase-là. Non, mais c'est une vérité. On est moins factuel. fort alors qu'on s'est renforcé. Mais c'est factuel. Mais après, il doit y avoir... pour moi, je pense qu'il y a autre chose qu'on ne sait pas, qui fait que y a une graine de sable qui s'est mis dans la machine et que depuis c'est très très compliqué à la remettre en marche. Ça c'est une vérité. Et quand tu vois la forme qu'on avait sur la première partie de saison et celle qu'on a sur la seconde, c'est le jour et la nuit. Donc comme je t'étais en train de te le dire avant que tu me coupes, on était la meilleure équipe à l'extérieur en Europe. Je pense que c'est David et Jonathan que vous n'avez pas apprécié au début de... Et maintenant, tu imagines que tu es derrière Saint-Etienne.
C'est catastrophique. Et c'est ce qui fait que tu fais que dégringoler. Donc, heureusement, il y a un petit regain de forme à domicile, mais c'est pas suffisant. Comme je te le dis, là, il va falloir enchaîner. Hein. Le grain de sable, il est dû aux analyses vidéo des adversaires. C'est-à-dire que ton schéma de jeu, il est atypique, il est spécial. Et ce schéma de jeu, si tu ne l'analyses pas, tu peux morfler. Donc au début de saison, on a surpris beaucoup d'équipes parce que personne ne s'attendait à ça. À un moment donné, les gens, ils ont analysé, attention, à droite, à gauche. Mais on a un schéma de jeu qui est plus lisible que d'autres ? Oui, bien sûr. Beaucoup plus lisible que les autres. Parce qu'il n'y a pas d'instinct. C'est pas lié à l'instinct. C'est-à-dire que De Zerbi demande une méthode de travail, des trajets préférentiels qui sont toujours les mêmes. Et donc, à un moment donné, quand tu es lu et archi-lu par l'adversaire, il n'y a plus de possibilités. Tu es coincé à plusieurs reprises. Alors, on a parlé du bloc bas, pas beaucoup d'équipes ont fait le bloc bas. Non. Il y a des équipes comme Toulouse, comme Nantes, qui nous ont mis... Toulouse, on a gagné, mais ça a été difficile. Nantes, ça a été difficile aussi. Ils sont venus nous presser très haut. Lens nous a pressé régulièrement, en position haute, et on n'arrive pas à relancer. Donc, c'est ce qui nous gêne le plus. Est-ce qu'il y aura de l'inquiétude ou est-ce qu'il y aura surtout de l'envie samedi au Vélodrome ? Je ne parle pas des supporters. Vaut mieux pour eux qu'il y ait de l'envie. Non, mais là, au bout d'un moment, mais là, tu vas me faire serrer, toi. Il est fada, lui. Comment tu peux me poser ce genre de questions ? Il s'étouffe tellement. Mais il est fou. Mais comment tu veux ne pas avoir envie de rentrer dans un stade qui fait 65 000 personnes et qui va faire encore une fois, je pense, pratiquement guichet fermé. 65 000 hors taxe. Avec les purges que tu fais. Avec un public qui te pousse de la première à la 92e, 13e minute. Si tu n'as pas envie, je me répète, la porte, elle est grande ouverte. Le joueur qui n'a pas envie de se mettre ensemble sur le terrain pour ce maillot-là et ce club et ces supporters-là, la porte, elle est grande ouverte. N'importe qui que tu sois. Après, oui, il y a des choses où on peut, quand on dit « Ouais, mais Greenwood, je rejoins Jaco, moi. » Pour moi, c'est le seul... avec Guiri qui te crée des déséquilibres devant et qui est dangereux. Tu peux pas lui demander de faire des efforts de 40-50 mètres et après de prendre le ballon, et on sait qu'il va très très vite balle au pied et qu'il aime partir de très très loin. Tu peux pas lui demander de faire un effort de 50 mètres et après faire la même offensivement avec le ballon et dribbler 3 joueurs et marquer. Au bout des moments, c'est pas Messi. Et même Messi, les efforts défensifs, je pense pas qu'il les faisait. D'accord, comme il disait Jaco, tu fais écran, ce qui est logique pour enrayer la relance adverse, mais après, tu as encore 10 joueurs derrière. Hein, et normalement, c'est à ces joueurs-là, notamment à ton milieu de terrain, quand tu as un homme fort devant, de faire peut-être un peu plus de boulot pour le laisser à lui libre. Voilà Jaco, comment il faudrait faire. Dernière question, réponse rapide. Est-ce que tu t'attends à des modifs dans la compo, dans le schéma de jeu, ou malheureusement, est-ce que tu t'attends aux recettes habituelles de Roberto De Zerbi ? Mais déjà, la modif, tu vas normalement récupérer un Guiri, et c'est pas rien. Donc ça, déjà, la modification, elle sera importante. Après, peut-être qu'au milieu, il y aura un changement. Est-ce qu'il y aura un Benasser qui va débuter ou pas ? Et je ne le sais pas. Moi, personnellement, tu sais, Marc, je suis aussi honnête avec moi-même. J'ai demandé des changements, et les changements que j'ai demandés, ils n'ont pas été bons aussi. Ils n'ont pas fonctionné. Ils n'ont pas fonctionné. Donc, il faut aussi être objectif. Chaque fois qu'on joue, on dit « Ah, pourquoi il ne fait pas jouer lui ? Pas qu'il joue lui ?» Chaque fois qu'il rentre les remplaçants, c'est la même chose. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Donc, il faut aussi être conscient qu'il y a un problème général. Allez, ouais, Montpellier, on continuera à en parler bien sûr tout au long de la semaine sur Maritima à 18h dans le bar des supporters. C'est Enzo Bonalana qui sera aux affaires demain à ce micro de présentation. Merci les frérots. Vous étiez bouillants comme d'habitude. Merci mon Jaco. Merci les amis. Merci mon Steph. Ah, tu as vu les questions que tu poses aussi ? C'est normal, tu fais exprès. Merci, c'est un plaisir. À demain 18h.